Bonjour Karine, bonjour et merci d'être là pour cette nouvelle interview. Et aujourd'hui, donc, on va parler de flair, on va parler d'activité de flair, on va parler de détection, on va parler de pistage. Et donc, tu es nouvelle, Karine, dans mes ateliers avec ton petit chien Suliac et tu as déjà fait 3 séances. Mais dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous présenter ton petit chien? Alors, celui-là qui est un petit lévrier Whippet qui est venu de ma famille fin décembre. Donc, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. C'est mon premier lévrier, c'est pas mon premier chien, mais c'est le premier avec qui je travaille le flair. Donc, D'accord. c'est normalement un chasseur à vue. Donc, c'était ça le challenge, c'était de se dire sur un chien qui a été génétiquement programmé pour chasser à vue, comment il peut se débrouiller sur du flair où la principale difficulté pour lui, c'est déjà d'avoir le nez au sol. Exactement, exactement, parce que c'est pas effectivement son mode de chasse naturel, la détection ou le pistage avec le nez au sol, c'est pas son mode de chasse naturel, puisque comme tu le dis, ces chiens-là chassent à vue, donc c'est pas la même chose. Et malgré tout, il s'en sort plutôt bien. C'est ça. Alors, on travaille à la maison, hein. C'est comme toute activité avec son chien, c'est pas on vient une fois par mois et on oublie 29 jours de travailler. Mais c'est Merci de le préciser. ça, c'est pareil pour toute relation avec son animal, hein. Oui, Et toute activité, mais toute relation également, ça se construit au jour le jour. oui, Mais effectivement, entre le premier atelier où il était euh, en observation pratiquement de l'activité en mode mais qu'est-ce qu'on me demande de faire et le dernier activité, la dernière fois où il a pratiqué l'activité où là il arrivait à se concentrer et à piger de lui-même ce que je lui demandais, on a eu en 3 mois, enfin 3 activités, en 3 mois, donc avec un atelier par mois, une progression qui est vraiment sympathique. tout à fait. C'était effectivement très très bien et cette progression, elle a été vue. Donc moi, je m'en suis aperçue, moi je l'ai vue, j'ai pu l'observer et elle a été vue aussi par les autres personnes qui viennent faire l'atelier aussi régulièrement et qui ont pu observer les progrès. Donc c'est super, tout le monde est content. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte cette activité? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Qu'est-ce que ça apporte à Suliac, à ton petit chien? Alors, ça m'apporte déjà un bon moment de partage avec lui en atelier. Ça me permet de me challenger et de le challenger sur des activités que j'aurais pas forcément faites à la maison parce qu'on reste souvent dans des tours habituels qu'on peut trouver sur Internet, dans les livres. Mais bon, là au moins, c'est des activités qui sont ludiques et variées. Et du coup, ça me permet de cogiter aussi à comment je peux réintégrer ce qu'on a fait en atelier à la maison, comment je peux l'intégrer à une balade, par exemple, Oui. pour la balade ludique et pouvoir avoir ce temps de travail incorporé à la balade et pas à se dire oh là là, j'ai pas fait mon flair aujourd'hui, comment je vais faire? Bah non, en fait, ça peut se faire à la cool à la maison ou en balade. Donc ça demande, enfin ça me permet de cogiter sur l'éducation et je trouve ça super intéressant. Et pour celui-là, bah, ça permet de travailler aussi et de renforcer notre complicité, puisque forcément, dès que tu travailles avec un chien sur un sujet donné, ça renforce forcément le binôme. Donc, c'est très intéressant. Bien sûr, c'est évident. Plus on passe de temps ensemble, plus on crée du lien et plus on passe du temps ensemble de qualité, plus on crée un climat de confiance et on crée un lien de confiance donc entre notre chien et nous. Donc, d'après ce que tu dis, donc les activités que je propose, les cours, l'atelier que je propose, les exercices que je propose dans ces ateliers sont donc transposables. Ça te donne des idées. Tu peux même en faire des variantes et donc tu les utilises au quotidien. C'est ça. Alors, pas forcément au quotidien, Ah, mais oui, 3, 4 fois par semaine, on va dire, et ça permet justement de faire que peut-être la balade du soir où tu es fatigué, qui est la même que celle d'il y a 2 jours, et bah, même pour toi, humain, va devenir super sympa parce que tu te dis, tiens, bah là, je vais incorporer le petit exercice que j'ai travaillé la dernière fois. Je vais juste penser à emmener ma petite pochette, ma petite longe, et hop, je vais pouvoir refaire. Et pour moi aussi, ça me permet sur les balades quotidiennes, on en fait toutes des balades passionnantes, mais il y en a oui, certaines qui sont un petit peu répétitives. On est tous et tous concernés, propriétaires de chiens. Et oui. ben ça permet de se dire, tiens, bah là, cette fois-ci, tiens, je vais m'asseoir, je vais faire un petit moment de calme et puis je vais en profiter pour cacher des petites friandises partout, hop, et lui demander de chercher. Et voilà, ça rend aussi ludique et sympathique des gestes répétés qu'on a au quotidien avec nos animaux qui parfois peuvent être trop répétitifs et un peu routiniers. Voilà, et puis où, au bout d'un moment, on risque de s'ennuyer peut-être un peu tous, le chien, nous, et là, du coup, on peut agrémenter les promenades, voilà, avec de la piste, avec de la détection, avec de la recherche, enfin voilà, différentes choses que l'on voit, que tu vois avec moi donc dans mes ateliers. C'est ça.
Ok. Quels sont les bénéfices que cela t'amène au quotidien, que cela vous amène à tous les deux, Suliac et toi, au quotidien? Déjà, rappelle-moi son âge. Là, quand il a commencé, il avait 7 mois et demi, et là, il va sur ses 11 mois. Il a bientôt Bon, 11, donc voilà. c'est petit encore. Ça nous a aidé à prendre confiance en nous deux. Enfin, je pense par exemple sur des choses type rappel où tu as toujours peur quand tu as un chiot que ton chien se souffle dans le champ et ne revienne pas. Le fait d'être sur des activités de flair où on est vraiment dans la coopération tous les deux, où c'est même lui qui prend l'initiative et moi qui me mets en retrait, ça me permet de lui laisser aussi, enfin de me faire confiance et de lui faire confiance. Et ça a joué notamment sur le rappel en mode je sais que tu gères le rappel, je sais que je gère à partir de là la liberté, elle est possible sur un lieu déterminé où il n'y a pas de danger, etc. Mais je trouve que quand on a un chiot, c'est mon premier chiot. J'ai toujours eu des chiens qui étaient adultes ou D'accord. beaucoup plus vieux que Suliac. Donc le rappel ne se posait pas en fait. Et donc là, ça a été la grosse étape. Je ne sais pas si tous les propriétaires de chiots ont cette même appréhension, mais tu as beau faire du suivi naturel, tu es quand même en train de te flipper que ton chien ne revienne jamais. Et je trouve que l'activité de flair notamment, le fait de me dire bah, mon chien est capable de faire quelque chose que je ne peux pas faire, parce que concrètement un humain il n'est pas du tout disposé à sentir une piste comme un chien, on est incapable de le faire tout simplement, c'est impossible. Et du coup tu es bien obligé de faire confiance à ton chien puisque génétiquement tu n'es qu'un simple humain incapable de le faire. Et du coup si tu te dis mais mon chien il est exceptionnel et il est capable de faire des choses que je ne suis pas capable, et donc quand je vais lui demander de partir, de s'amuser, il va se retourner, il va me regarder parce qu'on est un binôme fort, et je vais lui accorder cette liberté sur 10, 15, 20 minutes de balade et ça va être génial et je sais qu'il va revenir parce que j'ai entièrement confiance en lui. Et je trouve que psychologiquement, pour l'humain comme pour le chien, c'est se donner le pouvoir de se faire confiance et c'est énorme dans un duo chien-humain. Ça, Tout c'est à l'une fait. des choses. Donc, pardon, oui, donc tout à fait. Et donc, tu es d'accord qu'on peut démarrer cette activité avec un chiot. Enfin, moi, je l'ai fait avec plusieurs clients et leurs chiots, et là, tu en témoignes aujourd'hui. Et puis, voilà, le fait que cette activité, les activités liées au flair renforcent la relation, renforcent effectivement la qualité de la relation dans le binôme, ben, du coup, ça améliore aussi d'autres points de votre vie au quotidien. Donc là, comme le rappel, par exemple, comme tu le disais, donc c'est Qui est super. un point qui est une grosse tension pour beaucoup de gens, puisque quand tu parles à beaucoup de personnes, beaucoup de gens, même avec des chiens qu'ils ont eu petits jusqu'à adultes, n'osent pas du tout se faire de libre parce qu'il n'y a pas cette confiance de mon chien est capable de ne pas se sauver et je sais qu'il est stable. Et je trouve que le flair encourage ça. Dans le cas de Suliac, il y a un deuxième point qui l'a aidé, c'est un lévrier. Les lévriers sont très crampons. Moi, enfin, je ne travaillais pas quand je l'ai eu, donc forcément le côté besoin de sommeil H24, Excuse-moi, tu as dit sont très crampons, c'est ça? ouais, très D'accord, cramponné, ok. D'accord. très très proche de leur maître, donc c'est très bien pour plein de choses, mais en même temps, ça crée des angoisses de séparation hein, qui sont connues et tous les bons éleveurs te préviennent en disant faites attention, faites tout de suite des petites balades de 5 minutes, 10 minutes, enfin apprenez la solitude à votre chien, que tu travailles ou pas, mais encore plus quand tu es à la maison ou en télétravail. Et Suliac, son papa est très, 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 très sujet à l'angoisse de séparation. Donc forcément, tu te dis, l'éleveur te prévient, tu sais que génétiquement, son papa est très concerné. Et nous, au quotidien, bah, c'était des scènes du style, bah, je monte pour prendre ma douche, t'es sûr que le chien monte 15 fois, alors qu'il a interdiction d'aller à l'étage, hein, pour pleurer derrière la porte, tu es aux toilettes, il est derrière. Enfin, voilà, il a été rapidement sage quand on partait 1 heure, 2 heures, mais par contre, ces rituels de les WC et la douche, il était crampon. Et avec le flair, on a eu vraiment, même mon conjoint qui est peu observateur s'est rendu compte assez rapidement que très rapidement, il était dans son petit panier tranquille. Je prenais ma douche, je redescendais. Et les premières fois, j'étais même surprise de me dire, mais il est malade, il a un problème, qu'est-ce qu'il pourquoi il gémit pas, il n'est pas devant la porte, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite de se dire, en fait, c'est génial, il est juste normal, il est juste capable d'avoir suffisamment confiance en moi et en lui pour se dire, bon, bah voilà, elle va pas se noyer dans la baignoire, hein, donc tout va bien, elle va revenir dans c'est parfait. Et ça, c'est une application de l'autonomie que tu donnes et de cette idée de coopération et d'autonomie que tu donnes à ton chien que je retrouve que dans le flair par rapport aux autres activités que j'ai faites.
qui, du coup, forcément muscle, entre guillemets, l'autonomie du chien et la confiance dans le binôme homme-chien qui fait que bah, il n'a plus besoin de monter puisque de toute façon, il sait que je vais revenir. Donc, et ça, c'était vraiment flagrant sur Sulia qui a quand même... on travaille encore, hein, ça c'est toujours pareil. Je pense que d'ici quelques mois, on sera complètement sur une autonomie. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Mais c'est du concret, c'est-à-dire je peux prendre ma douche, me maquiller, me mettre mes crèmes hydratantes, descendre et 20 minutes après, il est toujours dans son panier, ce qui est un miracle. Avant, je m'habillais en bas hein, quand même. Donc, Ok, et bien que de progrès, effectivement, grâce à l'autonomie qui est apportée par les activités de flair. Écoute, c'est super. Alors là, merci de cette partie de ton témoignage. C'est génial. Ensuite, l'accessibilité. Est-ce que tu penses que les activités de flair, en tout cas, là, on ne parle pas du man-trailing hein, où on marche énormément, hein, le man-trailing, pardon, qui est donc la recherche de victimes, la recherche de personnes. Là, on va parler d'activités de flair autour du pistage, de la détection, de la recherche. Hein. Et est-ce que tu penses que ces activités de flair donc, sont accessibles à tout le monde? alors, c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. On en avait parlé ensemble. C'est Oui. vraiment pour ça. Parce que quand j'en parle autour de moi, je suis dans un club chiot, voilà, j'ai plein d'amis qui ont des chiens. La première chose qui sort systématiquement, c'est mais non, le flair, c'est fait pour les Malinois ou les Saint-Hubert. Race que j'adore, mais non, 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 non. Donc, j'ai voulu faire cette interview pour déconstruire ce mythe. C'est vraiment super important. C'est comme l'agility, on n'est pas obligé d'avoir un border collie pour faire de l'agility. On peut s'amuser avec son chihuahua, on adapte juste les agrès. Et Oui. ben, le flair, c'est vraiment l'activité qui, pour l'humain comme pour le chien, est faisable par tous. C'est-à-dire que tu es une personne obèse, tu es une personne mince, tu as 15 ans, tu en as 40, tu en as 70, tu peux le faire. Et chez ton chien, quelle que soit la race, tu peux le faire, quel que soit son âge également. Donc un chiot, bah moi je suis le témoin, enfin je suis la preuve qu'un chiot peut travailler, mais un adulte, un ado, un vieux chien aura encore son flair. Et c'est vraiment une façon de bosser, par exemple pour un vieux chien, sur une superficie qui va pas être forcément être très grande, tu vas pas Mhm. l'emmener dans ton jardin, mais tu peux délimiter ta cuisine, un petit coin, et tu vas pouvoir faire une activité ludique, sympathique, qui va renforcer son côté, enfin ses sens et ses connexions avec son humain, avec peu de moyens financiers, peu de moyens géographiques, et surtout avec un chien qui peut être âgé et que tu dis, zut, même la balade de 10 minutes, il n'arrive plus à la faire. Donc c'est vraiment pour tous, pour tout, pour tous les types de chiens. Et c'est vraiment un renforçateur du lien chien-humain. Donc Oui. c'est vraiment quelque chose à bosser. Et à partir du flair, on peut se remettre en question sur les tours basiques. Enfin, je pense qu'on peut améliorer son agility. Enfin, ceux qui font de l'agility, on peut améliorer l'obérythmie, on peut améliorer plein de pratiques différentes. Parce que c'est enfin se dire, c'est plus moi qui vais dire, tu fais ça, t'obéis et t'es dans un carcan imposé par l'humain. Mais au contraire, je valorise tes compétences et là, je suis derrière toi et je suis là pour te dire, vas-y, cherche et admirer ton travail, quoi. Et je trouve que ça donne toute la place au chien. Ça le rend autonome. Enfin, c'est vraiment, ça me fait penser au chien de troupeau, quoi. C'est vraiment, tu le fais travailler, tu donnes la direction, mais après, c'est le chien qui est autonome et qui va. Et ça, c'est chouette. Et que autant le chien de troupeau, oui, c'est plus difficile d'aller entraîner n'importe quel chien en troupeau, autant le flair se fait sur n'importe quel chien, n'importe quel gabarit. Et tu peux vivre dans un appart de 20 mètres carrés en Île-de-France comme à la campagne, ça se fait, quoi. Tout à fait. Et comme tu dis, voilà, nous, on va être humble derrière le chien parce que c'est ses compétences, c'est ses facultés. Nous, on ne peut pas sniffer et flairer à la hauteur des capacités du chien, puisque nous, on n'a pas ces capacités-là. Et donc, effectivement, on va l'engager, on va le mettre dans la bonne direction. Alors, la bonne direction, ça ne veut pas dire lui donner la direction de la piste, hein, mais le mettre dans la bonne direction de la dynamique de travail sur le flair. On va le faire progresser. Par contre, nous, on va rester humble derrière parce que forcément, il est bien supérieur à nous dans cette activité par ses compétences de flair. Et ça replace aussi le chien à sa place de chien. Dans le sens C'est-à-dire, bah, c'est-à-dire que tu as quand même beaucoup de gens qui font de l'anthropomorphisme à fond sur leur chien, qui sont en mode de ne pas respecter ses besoins physiologiques. En oui, caricaturant, le chien va avoir 35 paniers, du vernis à ongles et puis 35 jouets. Par contre, il aura juste un minuscule jardin et aucune compétence sociale avec les humains, aucune compétence sociale avec les autres animaux, et surtout pas d'autonomie. À aucun moment, il sera juste la poupée d'une personne. Et alors que là,
tu te positionnes en humain en admiration même devant la nature avec un grand N. Tu as un chien qui a un flair qui va l'utiliser là où toi tu es juste incompétent. Et ça fait du bien de replacer l'humain et le chien dans un contexte d'écosystème, on va dire, tu vois. Je trouve ça intéressant. Et je pense notamment, parce que du coup, je fais aussi du flair avec l'épagnol nain continental papillon d'un ami qui est donc un tout petit chien. Oui. C'est génial de se retrouver que oui, l'épagnol nain continental, qui est une race du XVIe siècle, qui est vraiment un chien de manchon, qui a toujours été là pour faire de la compagnie, ça reste un chien qui a du loup très très loin au niveau génétique, mais qui va trouver la croquette planquée dans un endroit où toi, tu ne l'aurais jamais trouvé. Et ça fait du bien aussi de replacer cette animalité du chien qui a tendance à nous échapper. Et on a tendance voilà, à faire un copier-coller de ce qu'on veut, ce qu'on exige. Et puis c'est le petit enfant, c'est la peluche, c'est tout ça, mais c'est pas la place de chien. Et je trouve que le flair, ça nous remet en respect devant l'animal et la nature, en disant oui, bah là, tu es vraiment plus compétent que moi. Et tu es beau quand tes compétences sont mises en valeur et où, quand l'humain s'efface. Je trouve ça intéressant aussi d'un point de vue presque philosophique, de Ouais, replacer le chien dans son animalité. ok, ce sont des mots très justes. Après, effectivement, la caricature du chien avec du vernis, bon, c'est pas, il y a des entre-deux, hein, entre ton chien qui flaire et le chien à qui on met du vernis, hein, d'accord? Mais c'est très C'était juste pour de. caricaturer et replacer le chien comme étant un être instinctif de base quand même. Complètement, complètement. Et un chien, pardon, et un animal avec des compétences qu'on n'a pas, mais qu'il peut, entre guillemets, partager avec nous. Ça veut dire qu'on est capable de faire avec lui une activité où lui, il est compétent et pas nous. Mais on peut quand même faire cette activité ensemble. Et ça, du coup, c'est chouette. Ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Et ça renforce vraiment la complicité. Enfin, c'est vraiment la base. C'est vraiment tout le monde peut le faire. Personne pas sportive, personne en surpoids, personne mince, personne convalescente. Enfin, voilà, on sort d'une maladie, on est un peu fatigué, etc. C'est vraiment faisable le jour où il pleut. Hop, t'as les enfants à la maison. Alors, hop, 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 on invente. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Qu'est-ce qu'on peut reprendre? Allez, hop, on récupère. Moi, j'ai une collection maintenant de boîtes à œufs, de boîtes à lait, de bazar à la maison, hein, de recyclage gardé pour ce genre de compétences. Et c'est vraiment ludique, c'est vraiment un côté où ça permet aussi à l'adulte, là pour le coup, l'humain, de revenir dans son côté enfant, quoi. C'est vraiment l'enfant intérieur. Comment je vais jouer, il pleut, comment je joue avec trois pots en verre, trois bidons de lait, et puis allez hop hop hop, on s'amuse et on va faire un jeu où on va se cacher, on va cacher où est-ce qu'on peut cacher les choses. Enfin, et ça fait du bien aussi en tant qu'adulte de ne pas être bloqué dans l'intellect, mais de se laisser aussi aller au jeu et de se dire tiens, bah là j'ai travaillé comme ça. Bon, chez moi, j'ai pas le même matériel qu'un atelier, mais tiens, comment je peux faire une petite variante? Ah, ça marche, ça fonctionne. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et Tout c'est à fait. utilisable Oui, le jour où voilà. il fait moche, il fait vraiment moche et puis tu peux pas faire du fer à l'extérieur, bah tu le fais chez toi, il n'y a pas de souci. Tu es en Voilà. petit appartement, tu le fais. Tu es en grande maison, tu t'éclates dans le jardin. C'est vraiment super intéressant de pouvoir le transposer. Moi, c'est ça que j'aime aussi. Euh, L'auberrythmé, tu peux, voilà, il te faut ta musique, il te faut ton truc. L'agility, le matériel coûte très cher, il faut beaucoup d'espace. Tu peux pas, enfin, il y a peu de gens qui peuvent s'amuser à acheter le matériel d'agility et s'entraîner chez eux quand même. Là, tu arrives, hop, une petite friandise, des petites croquettes, et hop, 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 tu te la fais dans ton 30 mètres carrés, comme dans ton château avec jardin à la française. Ça, c'est parti. Voilà. Donc, on peut préciser que cette activité, on la fait à l'extérieur. Quand vous venez à mes ateliers, on fait ça en extérieur, mais effectivement, on peut transposer certaines pratiques de l'atelier qu'on voit ensemble, on peut les transposer effectivement à l'intérieur avec des boîtes, des trousses, etc. Donc, pour les jours où il pleut, donc c'est chouette. OK. Je trouve que c'est un grand plus aussi le fait que tout le monde peut le pratiquer, tous les humains et tous les chiens. Et la deuxième chose, que ça soit transposable, parce que souvent on imagine justement le flair comme on recherche en décombres, etc., ou de la recherche type professionnel, pompier, avalanche, etc. On a du mal à transposer au quotidien d'une personne lambda. Qu'elle soit fan d'agility très sportive ou au contraire personne âgée avec un petit chien pas sportif. Et ça, le flair, c'est quelque chose que je voulais défendre. C'est vraiment cette polyvalence où tu trouves de quoi nourrir ton intellect et ta pratique, quelle que soit la personne humaine, la personne chien et le lieu. Et ça, c'est super intéressant.
C'est Tout à l'une des fait. rares activités qui est vraiment transposable partout et que tu peux très bien faire 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis partir à l'étranger, plus pouvoir en faire, mais continuer l'activité chez toi. Et ça ne demande pas des moyens financiers ou d'espace qui exigent certaines autres disciplines. Ouais, écoute, tu as parfaitement résumé tout ça. Est-ce que tu aurais envie de dire autre chose pour conclure? Bah, juste pour conclure, tentez, testez et puis surtout amusez-vous et soyez conscients que c'est une chance de pouvoir faire cette activité pour vous et pour votre chien et pour le binôme. C'est vraiment le plus exceptionnel de la pratique auquel j'avais pas réfléchi. J'avais intellectualisé légèrement, mais je ne m'étais pas rendu compte que ça aurait des conséquences aussi intéressantes sur notre écoute, sur l'écoute de Suliac et de moi au quotidien, mais vraiment d'un regard, il faut pas grand-chose pour qu'on se comprenne, en gros. Et je trouve que ça a amélioré vraiment ça. Et sur son autonomie par rapport à mes absences, ça c'est le petit plus, mais Oui. vraiment, ça vaut vraiment le coup que vous ayez un caniche, un épagneul, un malinois. Et ne cherchez pas le... On n'est pas là pour faire de la compétition, on n'est pas là pour faire de la professionnalisation, on est là pour trouver quelque chose qui mette en valeur son chien, qui mette en valeur l'humain et qui permette au binôme d'être vraiment extrêmement soudé et avec des bénéfices au quotidien très importants dans cette qualité d'écoute et cette joie de partager des challenges d'un côté de l'AS comme de l'autre, quoi. Tout à fait. Donc, effectivement, les ateliers que je propose sont des ateliers de loisirs, hein. On fait du flair, de la détection, du pistage loisir, hein. Je ne propose pas de monter un chien en compétition. J'ai quitté la compétition il y a plusieurs années. Je ne fais pas de compétition. C'est vraiment du loisir. C'est pour s'amuser et pour, encore une fois, entretenir le lien de confiance entre le chien et son propriétaire, voire le faire progresser. Et c'est aussi adaptable, comme tu le disais, à différentes personnes. Même une personne qui viendrait en fauteuil roulant, par exemple, avec son chien, je pourrais adapter mes ateliers et mes activités, le lieu et les exercices en fonction d'eux. Puis il y a aussi l'équipe, hein, c'est un petit peu toutes les mêmes, tous les mêmes qui viennent, les mêmes personnes qui viennent. Il y en a qui satellitent un peu autour, mais il y a un petit noyau aussi de fans, d'adeptes de mes ateliers. Et du coup, on voit l'effet de groupe aussi, l'entraide entre les personnes dans le groupe. Et Ça, c'est chouette. ça, c'est sympa. Ouais. Super. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir participé à cette interview et je te remercie pour ton témoignage qui était très complet. C'est super. Et je te dis à bientôt au prochain atelier. Pas de souci. Au Salut! revoir. Bon, à bientôt.